Traiter du sujet 2 du bac blanc, à savoir la liberté, est-ce l'absence de contrainte? Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui était quasiment une question de cours et il n'est pas franchement pardonnable que vous n'ayez pas réussi davantage cette dissertation, d'autant que vous êtes nombreux à avoir choisi ce sujet. La liberté, est-ce l'absence de contrainte? Il fallait évidemment euh, il fallait évidemment prêter une analyse particulière au concept de contrainte. Qu'est-ce que c'est que la contrainte? La contrainte, c'est une force extérieure qui me pousse à agir d'une manière que je n'ai ni désirée, ni délibérée. La contrainte relève donc de l'extériorité. En ce sens, euh, elle peut être conçue comme une borne naturelle ou artificielle de mon action, voire comme une violence qui me prive de ma liberté. En ce sens, euh, il semble évident, que la liberté soit l'absence de contrainte. Sur le plan individuel, être libre, c'est avoir la capacité, d'exprimer sa puissance d'agir sans rencontrer de bornes. Oui. Non, c'est la capacité d'agir, c'est la puissance d'agir sans rencontrer de bornes, la liberté. Mais d'un autre côté, la liberté ne semble pas se réduire, la liberté ne semble pas se réduire à cette conception mécanique. Être libre, c'est avant tout avoir conscience de son acte,
avoir conscience de son acte et être capable d'en délibérer. En ce sens, on peut choisir librement de se soumettre à des obligations. On peut choisir librement de se soumettre à des obligations. Autrement dit, à des devoirs. Mais qu'en est-il de la contrainte? Mais qu'en est-il de la contrainte? Si si celle-ci semble nier ma liberté individuelle, il semble difficile d'envisager une liberté collective. Il semble difficile d'envisager une liberté collective sur laquelle ne plane pas l'éventualité de la contrainte. Et en effet, il n'est pas certain dans ces conditions qu'on puisse réconcilier l'ordre d'une liberté naturelle et individuelle, l'ordre d'une liberté naturelle et individuelle et celui d'une liberté civique et politique. Voilà. Quant au plan, je vous renvoie quand même à mon cours qui permettait véritablement de traiter le sujet. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des adaptations à faire, mais vraiment relisez le cours et vous constaterez qu'il se prêtait parfaitement au traitement du sujet. Il y avait très peu de travail d'adaptation à fournir. Alors, sujet numéro 3, puis-je me définir moi-même? Vous constatez que... qui a choisi ce sujet Sujet numéro 3, puis-je me définir moi-même? C'est un choix étrange, étant donné qu'on n'avait pas encore fait le cours sur la conscience et l'inconscient. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé? Ah! C'était le sujet 3, puis-je me définir moi-même? Personne? Bon, bah, tant mieux, on va aller relativement vite, puisque c'est quand même l'objet du cours du moment. Puis-je me définir moi-même? Donc, comment trouver le problème? Comme toujours, il faut, et ça je vais vous tanner avec ça jusqu'à la fin de l'année, il faut toujours trouver le terme à partir duquel vous pouvez problématiser
Et manifestement, je crois avoir observé que les quelques candidats qui avaient choisi ce sujet ah mais non, ça c'est des STI. Je sais pas ce que j'ai foutu de vos copies par ailleurs. Les quelques candidats qui ont choisi le sujet se sont plantés sur la définition de la définition. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prêté attention à ce que définir voulait dire. Puis-je me définir moi-même, ça se voit quand même gros comme une maison que le terme important dans le sujet c'est définir. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'une définition? Ça c'est compliqué, effectivement. Qu'est-ce que c'est que définir un objet? Qu'est-ce que c'est que définir une notion? Qu'est-ce que c'est que définir une idée? Un concept? Alors, définir, c'est d'abord, si on fait un petit peu d'étymologie, définir, c'est littéralement tracer les contours. Tracer les contours. Définir vient du latin finis, qui signifie la frontière, d'abord. Et ça nous a donné la définir, finis, ça nous a donné la... Oui, non mais ok, d'accord, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a au bout du bout d'un film? Il y a la fin, merci, ok. Donc, effectivement, la fin est la frontière, l'une des frontières du film. On parle de chaîne haute définition pour parler d'un son qui est ciselé d'une certaine manière, qui est très net. On parle de la HD pour parler d'une image dont les contours vont être et la texture va être de plus en plus précise, vont être de plus en plus précises. Bref, la définition, définir, c'est tracer les contours, c'est-à-dire borner. Borner. Et qu'est-ce que ça implique d'ores et déjà? Ça implique qu'on ne peut pas définir sans un rapport à l'extériorité. Les frontières de la France ne s'expliquent que par rapport à des pays qui sont limitrophes. Une image est définie par un contour parce qu'elle se détache par rapport à un fond. Autrement dit, une des premières questions qu'on pouvait soulever à propos de la définition de soi-même, c'est que est-il possible seulement de se définir soi-même sans se positionner, sans se situer, sans se placer par rapport aux autres? Autrement dit, la première appréhension du sujet devait vous faire voir que, puisque définir c'est délimiter, il fallait se demander effectivement ce qui nous délimitait par rapport à autrui, ce qui nous permettait d'une certaine manière d'entretenir une relation à autrui et en même temps de nous identifier à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'une définition par ailleurs? Une définition de manière plus générale, une définition, c'est un concept on peut rabattre la notion de définition sur la notion de concept. Et qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est un ensemble de caractères communs à un groupe d'objets. La définition de la table est commune à toutes les tables. La définition de la voiture est commune à toutes les voitures. La définition du professeur est commune à tous les professeurs. Mais puis-je me définir moi-même? Puis-je me définir moi? Puis-je définir n'importe qui, n'importe quel individu en fait? La réponse est probablement pas. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise la définition, et donc c'est vraiment le deuxième point que je voulais soulever, la définition vise la généralité. La définition vise la généralité. Autrement dit, effectivement,
on ne peut connaître, on ne peut connaître qu'à partir du moment où, comme on dit, c'est un mot qui est à la mode, à partir du moment où on essentialise, à partir du moment où on généralise. La connaissance du particulier, et plus encore la connaissance du singulier, de l'individu, est pour nous une énigme. Pourquoi? Parce que notre entendement a tendance à généraliser par la conceptualisation. C'était le texte de Nietzsche. C'était le texte de Nietzsche. Et oui, hein, rabattre ce qui nous est inconnu sur ce qui nous est connu. Et ben ça, vous n'avez pas vu, par exemple. Euh, et par conséquent, se définir soi-même pose un problème particulier parce que je suis un individu singulier. Remarque au passage, ce que présuppose le sujet, c'est que je ne suis pas un individu si singulier que ça. Autrement dit, je suis banal dans mon être. Peut-être que certaines propriétés essentielles de moi-même sont communes à bien d'autres individus, voire sont universelles à l'être humain. Okay. Mais la question est de savoir, ici, et ce qu'il fallait se demander ici, ce qu'on a fait un petit peu dans l'introduction du cours sur la conscience et de l'inconscient, et l'inconscient, c'est qu'est-ce qui relève de ma substance, qu'est-ce qui relève de l'accident, et est-ce que certains accidents ne sont pas essentiels à ce que je suis en tant que personne. C'est-à-dire que suis-je sans certaines certaines de mes qualités, pas grand-chose, ou plus le même. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Troisième enjeu du sujet, la question d'une connaissance objective, la question de l'objectivité. Puis-je me définir moi-même suppose effectivement que je puisse, moi, sujet, me prendre pour objet de connaissance. C'est-à-dire que je puisse me réfléchir moi-même. Or, admettons que ce soit possible. C'est-à-dire, admettons que c'est un petit peu, ça va être un petit peu l'objet de la psychanalyse, ou plutôt de l'autopsychanalyse. Admettons que je puisse effectivement, par l'introspection, par la méditation, par la restitution par écrit de souvenirs, de rêves, admettons que je puisse me prendre pour moi, à travers l'autobiographie par exemple aussi, admettons que je puisse me prendre moi-même comme objet de connaissance. Est-ce que le jeu qui entreprend cette aventure est exactement le même que celui que je vais observer? Ça, c'est une remarque, j'en parlerai peut-être un petit peu dans le cours sur la conscience et l'inconscient, quand on parlera de la conscience réflexive, qui n'est pas la conscience réfléchie, j'y reviendrai. Le fait est que quand je pense quelque chose, il y a toujours une différence entre le quelque chose qui est pensé et le je qui pense. Et ce que va dire Kant en particulier, c'est que je peux me penser moi-même, je peux me prendre moi-même pour objet de connaissance, je peux même me connaître moi-même, mais je me connaîtrai toujours en tant qu'objet. C'est-à-dire
précisément, le problème à ce moment-là, c'est que ma connaissance, la connaissance que j'aurai de moi-même sera toujours objective. Elle sera toujours objective, c'est-à-dire que je ne pourrai jamais me connaître, moi, en tant que sujet. En tant que sujet. Autrement dit, je ne peux pas savoir immédiatement, c'est ce que disait, mince, comment il s'appelle, Adam Smith, je ne peux pas savoir immédiatement ce que ça fait que d'être moi. J'ai toujours besoin de la réflexion. J'ai toujours besoin d'un retour sur moi-même pour savoir ce que je suis. Et donc, on s'était inquiété de savoir si une connaissance de moi-même était possible. On devrait peut-être plutôt s'inquiéter de savoir si une connaissance subjective de soi est possible. Puis-je savoir véritablement ce que c'est que d'être moi? Est-ce que les mieux placés pour le savoir ne sont pas mes proches, par exemple? Ça, on abordera cette question dans le cours. Quatrième enjeu, et avec ça vous pouviez problématiser, mais à mort. Hein. Quatrième enjeu, une définition est fixe. Une définition est, sinon éternelle, du moins stable. Et donc, elle fixe, dans la généralité, certes, une forme d'identité. Toutes les tables sont identiques par leur essence de table. Or, la question qui se pose dans le cas du moi, c'est est-ce que le moi est suffisamment stable pour pouvoir être défini? La réponse est problématique. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ce qui va caractériser le moi, c'est une forme de stabilité à travers le temps, jusqu'à un certain point. Ce point, ça peut être la mort cérébrale, la maladie d'Alzheimer, une certaine forme de démence, des hallucinations, un blackout ou un knockout, le fait de perdre conscience, de perdre connaissance, comme on dit. Mais d'un autre côté, le moi est aussi caractérisé par le changement. C'est-à-dire que je ne suis plus tout à fait le même qu'il y a 5 minutes, parce qu'il y a en plus le moi le souvenir des 5 minutes précédentes. Donc en fait, le principe du moi, c'est de changer constamment par la conscience du souvenir. Voilà. Sujet 4. Nietzsche. Friedrich. Donc, Le Gai Savoir, 1882, livre 5. Ce ne sont pas des fragments, ce sont des aphorismes. J'ai lu ça dans certaines copies, donc je le dis. Un fragment, c'est quand vous ne savez pas comment écrire un bouquin et que vous allez écrire des bouts de ce bouquin. Nietzsche, il ne fait pas ça en fait. Il écrit des aphorismes, c'est-à-dire qu'il écrit des petits articles en ayant l'intention que ça devienne un livre. Donc c'est ce qu'on appelle un aphorisme. Alors, j'ai ramassé cette explication dans la rue en entendant un homme du peuple qui disait « Il m'a reconnu ». Je me suis demandé à ces mots ce que le peuple entend au fond par connaissance. Que cherche-t-il quand il la demande? Rien que ceci, ramener quelque chose d'étranger à quelque chose de connu. Nous, philosophes, que mettons-nous de plus dans ce mot? Le connu, c'est-à-dire les choses auxquelles nous sommes habitués, de telle sorte que nous ne nous en étonnons plus, nous y mettons notre menu quotidien, une règle quelconque qui nous mène tout ce qui nous est familier. Et quoi? Notre besoin de connaître n'est-il pas justement notre besoin de familier? Le désir de trouver, parmi tout ce qui nous est étranger, inhabituel, énigmatique, quelque chose qui ne nous inquiète plus? Ne serait-ce pas l'instinct de la peur qui nous commanderait de connaître? Le ravissement qui accompagne l'acquisition de la connaissance
ne serait-il pas la volupté de la sécurité retrouvée? Ce qui est connu, c'est ce qu'il y a de plus habituel, et l'habituel est ce qu'il y a de plus difficile à reconnaître, c'est-à-dire le plus difficile à considérer comme problème, à voir par son côté étrange, lointain, extérieur, à nous-mêmes. Alors, quel était le thème du texte? Le thème du texte, c'était le rapport qu'il y a entre la connaissance et certains besoins de l'âme, et en particulier le besoin de paix de l'âme. Qui a mis ça? Qui a pris le sujet 4? Qui a identifié ce thème? Bon. Que nous dit Nietzsche, en gros, dans le texte, c'est que la connaissance, dans ses modalités humaines et trop humaines, comme il dirait, a pour fonction d'apaiser l'âme. On est des grands flippés, okay. On a peur de l'inconnu, et donc on va connaître pour calmer cette angoisse. Oui. Le thème du texte, c'est le rapport entre la connaissance et la paix de l'âme, le besoin d'apaisement de l'âme. Je rentre à peine dans le détail du texte, parce que je ne sais pas à quelle heure ça sonne à 11h05 10. Bon, on a le temps, en réalité. Mais simplement pour avancer un tout petit peu plus loin, pour Nietzsche, la connaissance est toujours une reconnaissance. Autrement dit, quand on dit qu'on découvre quelque chose, qu'on connaît quelque chose, en réalité, bien souvent, on se rend compte qu'on ne connaît pas, on reconnaît. C'est-à-dire qu'on va saisir sous l'aspect de l'habituel, du certain, du familier, quelque chose qui nous était jusque-là inconnu. Et notre âme, dit Nietzsche, notre esprit a besoin de cela. Nous sommes des animaux qui avons besoin de nous rassurer. Je lis le texte, je relis le texte ligne à ligne. J'ai ramassé cette explication dans la rue en entendant un homme du peuple qui disait « Il m'a reconnu ». Je me suis demandé à ces mots ce que le peuple entend au fond par connaissance. Que cherche-t-il quand il la demande? Ce qui est connu, c'est ce qu'il y a de plus habituel. Et l'habituel est ce qu'il y a de plus difficile à reconnaître, c'est-à-dire le plus difficile à considérer comme problème, à voir par son côté étrange, lointain, extérieur à nous-mêmes. Il n'y a rien qui vous frappe entre le début du texte et la fin du texte. Ce que dit Nietzsche à la fin du texte, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile à voir comme problème que ce qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on voit tous les jours? Qu'est-ce qu'on voit tous les jours? Les gens dans la rue. Les gens dans la rue. Okay. Donc, il y a un effet de mise en abîme que vous ne pouvez saisir que si vous avez véritablement compris le texte. Pourquoi Nietzsche commence-t-il le texte par une scène aussi anodine qu'un type qui dit dans la rue « il m'a reconnu », c'est on est tellement habitué à voir ce type de scène qu'on ne voit pas ce qui se trame derrière, à l'arrière-plan de ce type de scène. Autrement dit, ce que Nietzsche va faire, c'est montrer par l'exemple, et c'est très surprenant, c'est très habile, ce qu'on peut tirer d'une scène aussi anodine qu'un type qui dit « il m'a reconnu ». Que veut dire cette scène? Cette scène veut dire plusieurs choses. Un homme du peuple qui disait « il m'a reconnu ». Il y a beaucoup de copies, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater en corrigeant vos presque camarades des autres classes.
Euh, il y a beaucoup de copies qui ont compris que Nietzsche n'avait que mépris pour l'homme du peuple, que l'homme du peuple était un abruti qui ne voyait pas plus loin que son nez, et que les philosophes, en revanche, étaient des êtres supérieurs. Mais nous, philosophes, que mettons-nous de plus dans ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le type de question que pose Nietzsche quand il se demande, nous, philosophes, que mettons-nous de plus dans ce mot? Notre besoin de connaître n'est-il pas justement notre besoin de familier? Le désir de trouver parmi tout ce qui nous est étranger quelque chose qui ne nous inquiète plus? Ne serait-ce pas l'instinct? Le ravissement qui accompagne? Ne serait-il pas la volupté? Comment on appelle ce type de question? C'est une question, oui, je l'ai entendu, rhétorique, c'est-à-dire que la réponse est tellement évidente qu'en réalité on la formule ainsi pour dire mais c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de se la poser. Et donc ce que dit Nietzsche, ce n'est pas du tout que l'homme du peuple est un crétin qui ne pense pas. Ce qu'il dit, c'est au contraire que le philosophe ne pense pas beaucoup, ne pense rien de plus en réalité que l'homme du peuple. Que l'homme du peuple exprime avec des mots simples ce que la philosophie va exprimer avec des mots extraordinairement complexes, c'est-à-dire, au fond, que le besoin de connaissance est un besoin de reconnaissance. Okay. On a besoin, alors là c'est peut-être la seule dimension, parce que j'ai des élèves aussi qui ont vu une dimension politique dans le texte. Non. Mais c'est peut-être la seule dimension du texte qui soit politique, on a besoin d'être reconnu. Pour exister, pour être, nous avons besoin d'être reconnus par nos pairs, par nos semblables. Le succès social se mesure au fait que vous soyez reconnu ou non dans la rue. Bon, vous me diriez, Ben Laden se baladerait dans les rues de Chartres, on le reconnaîtrait, ça ne serait pas forcément un gage de succès social. Mais enfin, tout de même, exister aux yeux du monde, c'est être reconnu. Ce que dit Nietzsche par ailleurs, c'est qu'il y a une demande de reconnaissance. Autrement dit, la connaissance n'est pas, contrairement à ce que la philosophie pourrait laisser croire, cette activité désintéressée, contemplative, théorique, théorein en grec ça veut dire contempler, et même contempler Dieu. Ce que nous dit Nietzsche, c'est que nous avons besoin de cette reconnaissance, mais que pour c'est quelque chose qui annonce Freud très clairement. Pour ne pas blesser notre âme, nous allons donner à cette reconnaissance le nom de connaissance. C'est-à-dire que nous voulons avoir l'illusion de découvrir, nous voulons avoir l'illusion de connaître de manière originale, de saisir vraiment la réalité des choses. Mais ce que dit Nietzsche, c'est qu'en fait, on ne fait que projeter des anciens schémas sur la découverte du nouveau. À un moment, Nietzsche va dire « Ah, Marx croit avoir inventé quelque chose avec son matérialisme dialectique. » Mais en fait, c'est un vieil hérétique du Moyen-Âge. Il y avait des types, il y a 500 ans ou 600 ans de cela, qui faisaient exactement la même chose. Ces types-là pensaient avoir inventé quelque chose, mais en réalité, Saint-Augustin faisait déjà la même chose, etc., etc. Autrement dit, à chaque fois qu'on croit avoir découvert un nouveau fait
un nouveau processus, en réalité, on se rend compte qu'on rapporte ce processus, cette nouveauté plutôt, à de l'ancien. Et Nietzsche approfondit en disant, mais oui, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance? Une connaissance, littéralement, c'est quelque chose qui nous est familier. Et suffisamment distant d'ailleurs pour qu'on ne dise pas que c'est un ami proche, que c'est un- un- qu'il relève de l'intimité. Non, une connaissance, c'est ce qui est suffisamment lointain pour ne pas être intime et suffisamment familier pour être rassurant. C'est ça ce que veut dire l'homme du peuple. Et c'est ça que Nietzsche, euh, c'est ça que Nietzsche vise lorsqu'il dit que le philosophe ne met rien de plus dans ce mot de connaissance. Au fond, la connaissance, c'est le masque que prend le besoin de reconnaissance. Pourquoi? Deuxième paragraphe. Parce que ce que désire le plus l'être humain, c'est du Hobbes en fait, hein, c'est la paix. Ce que désire le plus l'être humain, c'est la paix. C'est l'absence, on dirait aujourd'hui de stress, l'absence d'angoisse, c'est qu'on le laisse tranquille, quoi. Et on pourrait se dire, mais c'est paradoxal, pourquoi avoir le désir de la connaissance ne vaudrait-il pas mieux désirer l'ignorance? Est-ce que l'ignorance n'est pas beaucoup plus désirable à ce moment-là que la connaissance? Si la finalité de la conscience humaine, c'est la paix de l'âme, ne vaudrait-il pas mieux désirer l'ignorance plutôt que la connaissance? Oui, sauf que, et c'est ce que va dire Aristote par exemple au début de la métaphysique, sauf que l'être humain est sans cesse assailli par des phénomènes étranges, inexplicables, énigmatiques, extérieurs à nous-mêmes, comme dirait Nietzsche, et qu'il n'a pas d'autre choix que de les prendre en compte pour tenter de les expliquer. Mais comment va-t-il les expliquer? Non pas en leur conservant leur caractère énigmatique, mais en les ramenant à quelque chose de connu. C'est l'instinct de la peur qui gouverne le désir de la connaissance. Et ça, c'est assez génial. Pourquoi? Parce que ce que fait Nietzsche ici, hein, si on prend un petit peu de recul, c'est qu'il nous dit que ce qui distingue le plus l'être humain de l'animal, c'est-à-dire le besoin de connaissance, le désir de connaissance, le progrès scientifique, a pour racine l'instinct de peur, a une racine animale. Ce que dit Nietzsche, c'est que nous sommes des animaux particulièrement dégénérés. Mais qu'on a tellement, on a mis tellement de raffinement dans le fait de pouvoir se mentir à nous-mêmes, à savoir qu'en gros, on est des animaux qui avons la trouille de l'inconnu, de l'étranger, etc., que nous avons fini par nier justement ce caractère commun avec l'animal. Euh, Généralement, la fin du texte, bizarrement, a été mieux expliquée que le reste. À savoir, non, je relis le dernier paragraphe. Ce qui est connu, c'est ce qu'il y a de plus habituel, et l'habituel est ce qu'il y a de plus difficile à reconnaître.
c'est-à-dire le plus difficile à considérer comme problème, à voir par son côté étrange, lointain, extérieur à nous-mêmes. Alors que dit Nietzsche? Nietzsche va dire que le problème, c'est justement, et ça je le constate, mais tous les jours en lisant vos copies, le problème, c'est que vous avez du mal à voir les problèmes. C'est-à-dire que quand on vous soumet une question, vous voulez y répondre immédiatement, vous voulez lui apporter une réponse qui est déjà en réalité toute faite, parce que c'est flippant de se poser véritablement la question. C'est flippant de voir la question sous la forme d'un problème, sous la forme d'une énigme, sous la forme d'une demande qui ne peut pas être pleinement satisfaite, ou en tout cas qui ne peut pas être immédiatement satisfaite. Je dis au début de l'année en philosophie, la philosophie c'est l'art de trouver les problèmes, de chercher les problèmes et de les trouver. Bah oui, c'est ça, c'est pas l'art d'apporter des réponses immédiatement. L'art d'apporter des réponses immédiatement, c'est l'art précisément de la connaissance tel que Nietzsche l'a décrit. L'autre point qui n'a pas été bien vu dans cette explication de texte, c'est qu'il y a certaines copies qui se sont dit, mais du coup, c'est ce que Nietzsche endosse, c'est ce que Nietzsche cautionne. Nietzsche dit, oui, la connaissance, ça sert à ça, il faudrait que ça ne serve qu'à ça. En gros, ce que vous me dites, c'est que Nietzsche trouve ça bien. Nietzsche trouve pas ça bien du tout. Il est désolé par ça. Il voudrait une philosophie, il voudrait une philosophie du problème. Il voudrait une philosophie de l'énigme. Il voudrait une philosophie qui soit étrange, hein, et pas familière. Et ça, c'est ce que vous n'avez pas vu. C'est-à-dire que quand c'est toujours la même chose, il faut toujours vous demander si l'auteur, en affirmant une thèse, n'en critique pas une autre. Et s'il en critique une autre, ça veut dire que en creux, il y a une autre pensée qui se dessine, la sienne. Et donc, que voudrait Nietzsche? Nietzsche voudrait effectivement que l'esprit humain se débarrasse de ses habitudes et voit ce qu'il y a d'habituel d'un œil neuf. Qu'a fait la philosophie jusqu'à Nietzsche, d'après Nietzsche, parce que le type avait quand même un melon considérable. Qu'a fait la philosophie jusqu'à Nietzsche, d'après Nietzsche? La philosophie, à quelques exceptions près, la philosophie n'a fait que voir du neuf avec un regard habituel, c'est-à-dire à ramener la nouveauté à des schémas anciens. Ce que voudrait Nietzsche, c'est voir l'habituel avec un regard neuf, pour voir ce que l'habituel a justement de problématique. Et ça annonce la psychanalyse. C'est-à-dire que le psychanalyste va vous dire, mais oui, vous tripotez votre cigarette comme ça. Alors, bon, chez Freud, hein, tout est sexuel. Vous tripotez votre cigarette comme ça, vous tordez les mains en parlant, vous vous asseyez comme ça. Vous avez l'habitude de vous asseoir comme ça, vous avez l'habitude de faire ça avec vos mains, vous avez l'habitude de tripoter votre montre. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qu'il y a derrière vos habitudes? Il faut voir l'habitude d'un œil neuf. Et c'est ça qui est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de voir ce que vous voyez tous les jours en vous demandant pourquoi, au fond, vous ne vous rendez pas compte du caractère choquant, étonnant de ce que vous voyez, alors que ce que vous allez faire dès que vous allez, dès qu'on va voir, je sais pas moi, dès qu'on va découvrir une autre culture, on va essayer de la ramener à la sienne. Ce que Nietzsche annonce, c'est la psychanalyse, c'est l'anthropologie. D'une certaine manière, c'est une forme de féminisme qui s'exprime aujourd'hui, hein, à savoir, bah oui, effectivement, il y a certaines pratiques sociales qui ne vont pas de soi. Rien ne va de soi, en fait, pour Nietzsche. Et ça, c'est très très dur à admettre.
Voilà, bah, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On va reprendre la prochaine fois sur le cours sur la conscience et l'inconscient. Et je ne sais plus où j'en suis resté très exactement, mais ce que je souhaiterais, c'est que euh, euh, TG3, TG4. Ah non, en fait, on n'avait pas fini l'introduction avec vous. Il faudrait que je retrouve ma chaîne YouTube parce que il y a un léger décalage maintenant entre TG3 et TG4. Bonne journée.